Bonjour. Donc, je vais en effet essayer de faire... On m'a dit qu'il fallait faire 20 minutes pour ensuite avoir 10 minutes de questions. Et qu'il ne fallait pas que je mette tout le monde en retard cet après-midi. Donc, il fallait que pour une fois, je me tienne à peu près aux horaires. Donc, on est... je vais essayer en 20 minutes de passer quelques concepts clés et les plus pragmatiques possibles. Si c'est pas assez concret, il faut que vous me posiez des questions plus concrètes. Le point de fond que je vais essayer d'aborder, c'est un point sur, en effet, le changement. Et je pense qu'on vous a, si j'ai bien compris, expliqué en long, large, en travers ce que vous saviez déjà ce matin, c'est-à-dire que le monde a changé et qu'il change de plus en plus vite, que le monde se digitalise et qu'on est rentré dans l'ère digitale. Mon point sera plutôt de dire comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'ère digitale lorsqu'on est annonceur en France et en Europe et dans le monde, plutôt que de le subir, et qu'est-ce qui freine aujourd'hui les changements, puisque le changement est réel. Le retard au changement est réel, pardon. Pour démarrer, quand on parle de retard au changement, je pense qu'il y a des indicateurs qui montrent que les entreprises sont en retard, sont devenues très en retard par rapport aux consommateurs. Et un de ces indicateurs est celui-ci, qui est un indicateur qui, moi, me frappe à chaque fois. Vous avez... l'ère digitale se symbolise par beaucoup d'écrans, etc., mais surtout par un changement de comportement des consommateurs. On vient de sortir une étude dont l'horrible acronyme est ROPO, c'est-à-dire le Research Online Purchase Offline. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens cherchent un produit sur Internet et où est-ce qu'ils vont l'acheter? On se rend compte que l'e-commerce est la farce émergée de l'iceberg, puisque 90% des achats générés par Internet se font en magasin physique. Donc on a commencé à mesurer ces flux. Néanmoins, on se retrouve en 2012, et c'est la courbe grise que vous voyez là-haut, avec des consommateurs qui forgent leur choix dans l'achat d'un produit ou d'une marque ou dans le choix d'une enseigne. À peu près entre 55 et 60% la décision finale se passe sur Internet, le fameux effet Google. En orange, vous avez une deuxième courbe qui est où est-ce que les consommateurs passent leur temps libre en termes de consommation média. D'accord, ça inclut le multitasking, donc le fait que les gens regardent plusieurs écrans en même temps, mais néanmoins, on voit à peu près le temps passé sur les médias digitaux. Et en bleu, vous avez les dépenses des annonceurs, qui concrètement, alors que les gens décident en ligne et y passent beaucoup de temps, continuent à affecter entre 10 et 12% de leur budget aux médias digitaux, ce qui est à peu près la part d'audience que les médias digitaux avaient il y a 7 ans. Et en fait, ce chiffre de 7 ans, c'est un chiffre qui est réel, on le voit sur beaucoup d'autres sujets, que ce soit en téléphonie ou ailleurs, c'est le temps que la plupart des entreprises mettent pour rattraper le consommateur dans son évolution à l'ère digitale. L'ère digitale a apporté beaucoup d'écrans, beaucoup de capacités, beaucoup de liberté, la capacité de chercher, de choisir. Et tout d'un coup, le consommateur a pris de vitesse les annonceurs, et il y a cet écart qui aujourd'hui est de 7 ans. Alors, il est dû au fonctionnement des entreprises, au fait qu'on fait des budgets, au fait qu'on fait des tests, au fait qu'on fait des choses, mais c'est un retard qui participe énormément à la douleur en ce moment des annonceurs. Je crois profondément que la crise de consommation qu'on vit aujourd'hui et de la publicité n'est pas uniquement liée à la crise économique, mais aussi liée au fait qu'on ne s'est pas adapté à un monde qui a changé. En dehors de cette mauvaise nouvelle, bon, on peut faire sans charte aussi. Ça va revenir. Là, il y a un des points importants est de dire, oui, le consommateur change extrêmement vite, les habitudes changent, tout ça est très rapide, très déstabilisant. On passe notre temps à aller sur la nouvelle innovation, on a du mal à déterminer ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Fondamentalement, quand on prend du recul, il y a 4 grands changements apportés par l'ère digitale et qui sont des armes potentielles pour les annonceurs. Vous voyez en gris derrière moi 2 qui sont des évolutions, mais qui ne sont pas totalement en rupture avec le monde tel qu'on l'avait connu précédemment. C'est-à-dire, on a des nouveaux canaux, les gens passent du temps sur Internet, astuce, on va mettre de la publicité sur Internet. Les gens font beaucoup de search, donc on va faire de la publicité sur le search. Ces nouveaux canaux existent, ils créent un système qui est totalement déflationniste. Vous ne savez peut-être pas, mais 80% de l'espace sur Internet est invendu aujourd'hui. D'accord ? Donc on a tout d'un coup cette nouvelle profusion d'espace qui existe et qui tire le prix de l'espace vers le bas, puisqu'encore une fois, il y a trop d'espace par rapport à ce que les annonceurs achètent.
en tout cas dans les médias digitaux. Le deuxième aspect qui est légèrement plus rupturiste, c'est les nouveaux contenus. Bon, essentiellement, on était cantonné aux 30 secondes et à quelques formats publicitaires. Aujourd'hui, bien évidemment, sur les médias agiles numériques, on peut faire des choses qui sont interactives, on peut faire du service, on peut créer des expériences, on peut créer du contenu, on peut faire des choses qui sont totalement différentes de ce qui se faisait avant. Et donc, ça ouvre totalement le champ des possibles en termes de création. Et d'ailleurs, vous voyez que tous les prix créatifs aujourd'hui sont surpeuplés d'opérations qui incluent bien évidemment les médias digitaux, puisqu'on peut y faire beaucoup plus de choses et rentrer en profondeur dans l'interaction consommateur. Mais les deux vrais, changements profonds et structurels qui changent la donne en termes de communication et publicité, c'est le big data d'un côté et l'agilité de l'autre. Le big data, c'est un concept qui est assez simple, on en parlait il y a 2 secondes. Le marché manque beaucoup de gens qui savent maîtriser la data et la mettre au service du marketing. C'est les médias digitaux créent une profusion de données qu'on n'a jamais connues précédemment. Toute l'industrie s'est structurée, toute l'industrie de la communication s'est structurée à un moment où la donnée était rare et on faisait des sondages, des échantillons, etc. pour essayer de comprendre ce qui se passait. Les résultats revenaient très très tard, et donc en fait, on pilotait un peu à vue, avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, beaucoup de talent, mais on pilotait à vue. Aujourd'hui, la profusion de données à disposition, pour peu qu'on la collecte, est devenue un actif incroyable des marques. Je pense que la plupart des marques sont en train de réfléchir, par exemple, à cette espèce d'horrible acronyme qui s'appelle le DMP, donc le Data Management Platform, qui sert à piloter les ad exchange. On dit tout simplement que si on a une base de données qui est correctement structurée, on peut acheter de l'espace ou non, d'ailleurs, sur Internet, mais sur l'ensemble des médias agiles, donc bientôt la télévision et bientôt les autres, en fonction du profil des gens. Donc les data, ça permet de passer à, on va dire, à l'audience planning, qui est j'achète des consommateurs en fonction de leur profil, ceux qui m'intéressent, et non pas des audiences en général. Cette data-là, cette utilisation des data est une véritable révolution totale dans le marketing, qui fait rentrer, qui fait se développer énormément l'hémisphère gauche, et qui permet de faire des choses qui sont plus mesurables, plus réactives. L'agilité, c'est encore autre chose, parce que dans les médias agiles, et c'est quelque chose qui est souvent mal compris, les médias agiles, encore une fois, n'étant pas forcément des médias type le web, la tablette, etc., mais pouvant être aussi la télévision ou d'autres, il y a la capacité à changer et à évoluer en fonction de la réaction de chacun des consommateurs. Et cette capacité de personnalisation, ou cette capacité de mesure, et donc de réaction par rapport à ce qui se passe, c'est quelque chose qui change profondément la façon de faire des campagnes. L'habitude qu'on a, nous, quand on briefe les créatifs qu'on vient de recruter chez nous, c'est de leur dire, le lancement d'une campagne, c'est juste son début. C'est pas la fin du travail des créatifs. C'est là où on commence à mesurer quelles sont les copies qui fonctionnent, quelles sont les copies qui fonctionnent pas. Pour plusieurs de nos clients, on a lancé 5, 6, 7 copies télé, dont la moitié ont été tuées en moins d'une semaine parce qu'elles ne remontaient pas de résultats. Et les résultats ne sont pas forcément des résultats de vente directe. Ça peut être des résultats de taux d'engagement qu'on mesure, par exemple, à travers le nombre de recherches sur Google ou à travers le nombre de visites en magasin. Donc, on a la capacité, via les data, à remonter de la performance de campagne rapidement, et on a sur les médias agiles la capacité à changer les copies créatives et à les adapter en fonction de la performance, mais aussi en fonction de la personne qui se présente. Comme je le disais précédemment sur tout ce qui est DMP, et ad exchange et publicité sur Internet, on est bien évidemment capable de personnaliser les messages et les contenus en fonction des gens qui regardent. Cette agilité, c'est aussi quelque chose de totalement nouveau qui pose énormément d'enjeux, puisqu'en fait, on en parlait précédemment avant la conférence, c'est bien gentil de vouloir personnaliser les copies ou de les changer, mais encore faut-il les avoir. C'est-à-dire que si on a un film télé et une annonce presse et une bannière, à partir de là, ça commence à être un peu compliqué de personnaliser, de mesurer, d'utiliser la data. Donc ça veut dire que profondément, pour bénéficier de ce modèle-là, il va falloir changer de façon de travailler. En termes de bénéfices, je pense qu'il y a une vision qui se dégage à l'ère digitale et qui est une vision qui fonctionne sur la plupart des campagnes qu'on a refait. Et le chiffre qu'on vous donne là est un chiffre bien évidemment macro quand on dit... on passe de 170, c'est macro, mais c'est quelque chose qui se vérifie d'une façon générale. C'est de dire, historiquement, le monde de la communication s'est construit sur le fait qu'il fallait réserver le maximum de budget aux moyens moteurs. On mettait, donc, par définition, on mettait autant que faire se peut, mais le moins possible, sur la partie création et stratégie. Et ensuite, on disait, voilà, je réserve le gros de mon budget pour répéter et pour toucher le maximum de gens, parce que c'est ça qui va faire bouger les volumes.
Le ROI est relativement peu important. Ce qui est important, c'est que les volumes arrivent, ce qui est une démarche parfaitement légitime. Ce dont on se rend compte, c'est que si on veut faire plus pertinent, utiliser de la data, avoir de multiples copies créatives, etc., par définition, le coût de l'intelligence inflate. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup plus sur que dois-je dire à différents types de consommateurs, qu'est-ce que les consommateurs attendent de moi, qu'est-ce qui va les convaincre, quel est le discours de vérité, comment je dois refondre ma marque. C'est-à-dire que le travail de l'intelligence est beaucoup plus important. Mais ce travail d'intelligence permet de réduire par plus de 2 le besoin de répéter. Et ça, c'est un modèle extrêmement vertueux. C'est typiquement le modèle de Google. Quand vous demandez pourquoi, quand on voit pourquoi les taux de conversion des gens qui viennent de Google sont beaucoup plus élevés, c'est tout simplement que lorsqu'on parle à quelqu'un qui cherche un produit et on lui propose une offre, on a beaucoup plus de chances de convertir que quelqu'un qui ne cherchait pas ce produit précédemment. Donc, le travail de la pertinence fait une énorme différence au niveau de la performance. Et donc, en investissant plus sur l'intelligence, on réduit le besoin immédiat de façon relativement drastique. Et encore une fois, c'est par plus de 2. Le point là-dessus est aussi relativement vertueux parce que le bénéfice est assez simple. Si on pousse le modèle jusqu'au bout, la première expérimentation existe en Angleterre chez BSkyB, quand la télévision sera réellement connectée, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs le mot téléconnecté, il y a plusieurs réalités. Ça veut dire qu'on peut imaginer avoir des coupures pub qui n'ont pas 12 spots de télévision, mais 3, mais les 3 intéressent réellement les gens qui sont en train de regarder la télévision. Ça veut dire que les spots coûteront probablement plus cher, que les annonceurs devront en faire plusieurs, mais que néanmoins, ils auront la garantie de toucher uniquement des gens. Donc, des gens qui sont réellement intéressés par le produit et donc d'avoir un meilleur retour sur investissement. Ce qui veut dire qu'on va travailler sur 4 types de leviers, qui sont les grands, créateurs de valeur dans les campagnes à l'ère digitale. Et encore une fois, on ne parle pas que de campagnes sur Internet, mais de campagnes intégrées qui utilisent le potentiel de l'ère digitale. Ça veut dire que ce sont des campagnes agiles, qu'on est capable de les changer rapidement en fonction de la performance. Ça veut dire que ce sont des campagnes qui sont pertinentes, qui créent des expériences, qui, au-delà du message, proposent aux gens d'interagir, essaient de les convaincre sur les arguments personnalisés. Ça veut dire qu'on fusionne un peu la communication et le CRM en se disant, à la fin, on n'essaie pas juste de dire aux gens qu'on existe, on essaie de les convaincre sur des arguments et des expériences qui sont réellement dans leurs préoccupations. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la pertinence. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de dire, il y a des gens auprès de qui on ne veut pas communiquer. On ne veut pas payer ces contacts-là. Et il y a des gens sur qui on veut aller dans les contacts en profondeur. Et dans ces contacts en profondeur, on veut qu'ils soient pertinents pour eux et donc que le message soit différent, l'argumentaire soit différent, voire même parfois le prix soit différent. Le dernier point qui est souvent sous-estimé, c'est que les marques ont des actifs. Aujourd'hui, il y a plusieurs des marques pour lesquelles on travaille qui ont en fait une audience propre. Et je pense qu'en 2013, l'exploitation de ces actifs sera un des plus gros sujets. Je vous parlais du repos. Donc, le nombre de gens qui vont sur Internet, sur le site d'un distributeur, combien vont dans le magasin, on sait aujourd'hui mesurer que c'est à peu près 60% des gens qui vont sur un site d'un distributeur vont aller acheter en magasin. Donc beaucoup plus que ce qu'ils achètent en ligne. Ça, c'est un actif qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que vous avez une audience naturelle de site web qui est liée à la marque, à son offre, etc. Et la question d'optimisation de ces actifs, d'accroissement de ces actifs, est quelque chose qui est central dans une démarche héroïste aujourd'hui, en tout cas à l'ère digitale. Donc, autour de ces 4 piliers-là, on peut générer 30% de performance en plus. Le chart que vous voyez derrière moi, en fait, il explique simplement que pour le même objectif, on peut diviser son budget, on peut baisser son budget de 30% sous réserve d'être agile, de créer une expérience intelligente, pertinente en utilisant ses actifs. On peut baisser son budget de 30% tout en atteignant les mêmes objectifs. Et alors, à ce moment-là, on se dit, ça a quand même l'air sympa ce truc, on peut faire plein de trucs, ça coûte moins cher, c'est plus efficace. Dis donc. Je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les annonceurs ont pris autant de retard par rapport à l'ère digitale. Je pense qu'un des premiers syndromes, en dehors de la peur du changement, c'est que c'est la première fois qu'on peut absolument tout faire. On parle du rêve du marketeur, on peut cibler les gens extrêmement précisément, on peut mesurer, on peut changer la création, on peut créer des créations drôles et pertinentes en fonction du profil des gens. Et tout d'un coup, cet élargissement du champ des possibles, il
il crée un peu de panique. C'est ce qu'on essaie d'exprimer nous par la phrase, maintenant qu'on peut tout faire, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand je suis dans un process où je sais ce que je dois livrer pour une campagne, et donc je suis dans un cadre organisationnel extrêmement fort, c'est quelque chose qui est industrialisable. Lorsque le champ des possibles est totalement ouvert, et qu'il faut redémarrer une démarche de réflexion, il va falloir faire des choix, et faire des choix, c'est pas toujours ce qui est le plus évident. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est repartir sur des sujets qui sont assez pragmatiques et de bon sens. La première chose, c'est bien gentil de vouloir être agile et faire plusieurs copies créatives, mais dans ce cas-là, il faut construire une marque qui soit capable d'être agile. En ça, je veux dire, il y a beaucoup de marques qui se sont construites à travers les campagnes qu'elles ont montées. C'est-à-dire que la plateforme de marque était plus une résultante de la campagne que la campagne était une résultante de la plateforme de marque. Aujourd'hui, pour se donner le luxe de l'agilité et le potentiel de l'agilité, il faut créer des marques qui sont suffisamment fortes et suffisamment claires dans leur ADN. Qu'est-ce que je dois dire dans les réseaux sociaux? Comment je m'exprime en ligne? Quels sont mes 5 avantages clients principaux et pour quel type de client? Enfin, tout ce travail-là doit être fait en amont parce qu'ensuite, les créatifs peuvent être extrêmement agiles et réagir extrêmement vite et changer les copies au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut plus on peut plus se cacher derrière la fausse barbe de j'ai une plateforme de marque, mais je la change à chaque campagne. Chose qui existe. Mais la plateforme de marque, elle existe et les campagnes doivent la respecter. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne, en tout cas si on veut être agile. Le deuxième point, et un des points les plus importants, c'est qu'il faut bien évidemment digitaliser à tout va. Ce qui veut dire qu'il faut rendre les produits connectés, les magasins connectés, utiliser au maximum les médias digitaux, rendre la télé connectée, parce que tout ça est générateur de data et donc de richesse. Il va falloir commencer à travailler plus sur la créativité en termes de pertinence qu'en termes d'impact. C'est pas parce qu'une campagne a de l'impact sur le président de la boîte qui a commandé la campagne qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'elle a de l'impact sur ce type de personne, ça ne veut pas dire qu'elle a de l'impact sur le consommateur final. Donc la pertinence individuelle, c'est aujourd'hui quelque chose qui est relativement difficile à atteindre en termes de création et qui est pourtant un exercice indispensable. Un des points principaux, je pense, qui freine aujourd'hui l'adoption de nouveaux modèles de marketing, c'est le problème des silos. Je pense que dans toutes les entreprises dans lesquelles vous vivez, il y a des tiraillements permanents entre la communication, le marketing, la direction commerciale, voire la direction de l'e-commerce, peut-être la direction du réseau, qui a chacun son budget, ses objectifs, etc. Et on voit bien que lorsqu'on est multitouch et lorsqu'on travaille sur tous les points de contact, ces silos-là ne fonctionnent plus. Nous, pour un de nos grands clients en distribution, on a commencé à réorganiser l'ensemble des équipes marketing, non pas par canal, mais par cluster client. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de clustering qui est issu de la donnée. On dit voilà, il y a tel type de client, tel type de client, et on a refédéré l'ensemble des canaux autour de ces différents clusters. Donc, il y a des gens qui sont en charge de ce cluster-là, de le faire grandir et de faire en sorte que ses dépenses augmentent, et ils orchestrent l'ensemble des canaux autour de ce cluster. Je ne dis pas que c'est l'organisation tout le temps idéale, mais en tout cas, c'est une façon de supprimer les silos du passé qui, concrètement, aujourd'hui, bloquent les efforts communs. Les efforts intégrés des entreprises, en tout cas. Un autre point, je pense, qui devrait être relativement familier avec tout le monde ici, c'est que toutes ces histoires de data, de techno, c'est extrêmement sympathique, mais comme les DSI font des plans à 3 ans qu'elles ne respectent pas, globalement, c'est assez compliqué à implémenter. Les DSI ont été inventés pour gérer la comptabilité, SAP, les flux industriels, etc. Et ce ne sont pas des structures agiles, ce sont des structures fiables. Donc, premièrement, à l'ère digitale, la fiabilité n'est pas contraire à l'agilité. Mais deuxièmement, il faut absolument, et la plupart des inventions les plus avancées sont en train de le faire, créer des directions de la technologie agile. Donc des équipes plus raccourcies, plus courtes, qui acceptent de tromper, qui acceptent de lancer des produits en bêta, qui disent je ne suis pas en train non plus de manipuler une centrale nucléaire, donc je peux lancer des services. S'il y a 1 pour 1000 de dysfonctionnement, ce n'est pas la fin du monde, mais si je gagne 9 mois ou 1 an en time to market, en termes de lancement, dans ce cas-là, ça ira plus vite. Donc aujourd'hui, très concrètement, les DSI ont été un frein moteur pour le lancement de services interactifs et digitaux pour les entreprises, mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Le dernier point, c'est tout le thème de la synchronisation, qui est mesurer c'est bien, mais il faut accepter de changer. Et là, on touche un fonctionnement qui est extrêmement compliqué, qui est de dire, si on est dans un système de mesure, pour vous donner un exemple concret, on lance, nous, des campagnes pour un distributeur qui s'appelle Tati, avec une
vingtaine de spots différents autour de produits différents qui tournent sur Internet et en télé. On sait parfaitement mesurer qu'un spot qui a des taux d'interaction et qui fait du drive to store extrêmement fortement la première semaine, au bout d'un certain nombre de répétitions, il se brûle. C'est-à-dire qu'on appelle ça le burn. Il arrête de fonctionner. La copie créative était bonne, le message était bon, le truc fonctionne, mais il est usé. Okay, donc c'est une création, plus on s'en sert, plus elle s'use. À partir de là, il faut la retirer et en mettre une autre. Ce qui paraît être relativement du bon sens. Quand vous parlez au créatif qui a fait cette copie, il n'est pas du tout d'accord. Il trouve qu'elle est formidable et qu'il n'y a aucune raison de la retirer. Donc ça veut dire que quand on dit mesurer, échanger, mesurer, il faut accepter dans l'ensemble du process une collaboration entre agence et annonceur qui dit bah oui, les créations, à des moments, il faut les changer. Il y en a certaines qui fonctionnent, certaines qui ne fonctionnent pas, et ce n'est pas la personne qui a le salaire plus élevé qui a raison, c'est le consommateur. Donc à partir de là, c'est en fonction des réactions consommateurs qu'on va retirer des copies créatives et en mettre d'autres. Et ça, c'est le dernier point, mais qui est vrai tout le temps pour l'innovation, je crois, qui est ce concept de fail fast. Je pense que IDTGV vous en a parlé aujourd'hui, ce matin, si j'ai bien compris, mais ça, c'est un facteur qui est assez fondamental. Si on veut être dans le test and learn, si on veut être capable de lancer des campagnes agiles, si on veut être capable de faire de la pertinence, ça veut dire qu'il faut être capable de motiver les équipes à prendre des risques, à tester de nouvelles idées et à laisser le consommateur juger. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des idées, des campagnes qui ne vont pas marcher. Et que le plus important, c'est pas tellement de se balancer la patate chaude et dire à qui la faute, mais c'est d'être capable de constater très rapidement que ça ne marche pas et de changer les copies, d'avoir un plan B en permanence. Et ça change les modèles de rémunération, ça change le modèle. C'est ce que nous on appelle le fail fast, qui est de dire c'est pas très très grave de se tromper. En revanche, si on se trompe, il vaut mieux se tromper très très vite, mesurer très très vite qu'on s'est trompé et changer rapidement, parce que plus on laisse le temps courir, plus les dégâts deviennent importants. Donc, en synthèse, les entreprises sont en retard sur les médias digitaux, sur l'ère digitale. Pour récupérer ce retard, il y a un changement fondamental qui doit être fait, qui est de travailler beaucoup plus autour de la pertinence et beaucoup moins autour de la fréquence. Et pour ça, il va falloir changer les silos et accepter de se tromper. J'ai fait en 20 minutes, je crois. Bravo. Peut-être directement des questions dans la salle. Je cherche des yeux, des doigts qui se lèvent. Moi, j'en ai une déjà, a priori. Il a beaucoup été question ce matin, effectivement, de management du changement, d'hybridation des cultures. Vous mettez beaucoup l'accent sur, finalement, l'importance d'intégrer dans les équipes des agences, en tout cas, mais peut-être aussi chez l'annonceur, une vision d'ingénieur, c'est-à-dire des gens qui savent maîtriser et traiter les données, des statisticiens ou des gérants de bases de données. Est-ce que ça, c'est si facile que ça, justement, à votre avis, de marier des cultures d'hommes des chiffres et d'hommes du marketing? Je pense que c'est relativement compliqué. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça tous les jours, et donc je peux vous dire que c'est assez compliqué. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, chez Fujix, on a des ingénieurs, des créatifs et des consultants. On a des ingénieurs qui ne parlent pas, on a des créatifs qui savent pas lire et des consultants qui savent pas écrire. Donc et pourtant, il faut les faire travailler ensemble. Je pense que cette culture de l'intégration de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, c'est le vrai sujet du marketing aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moyens de l'intégrer. Il y a des gens extrêmement talentueux qui existent et qui demandent que ça. On peut être très très créatif avec les chiffres. On peut avoir une vraie intuition à partir de chiffres. Les bons data miners et les bons data managers savent le faire. Je pense que aujourd'hui, c'est que dans l'alliage de cette rigueur-là qu'on va y arriver. Je pense que ça demande de la formation, de la patience, de l'intégration, du langage commun, mais que c'est en effet relativement douloureux au quotidien. Mais je pense que c'est ça qui fonctionne. Ça me rappelle l'exemple récemment de Kraft Food, quelqu'un qui était en responsabilité du CRM Europe et qui disait justement qu'il avait fait d'énormes dashboards pour lui, pour expliquer toutes les données qu'il pouvait collecter, et finalement qui avait fait quelque chose qui ressemblait à une infographie sur Internet, très simple, mais qui correspondait aux besoins du directeur marketing. Et qui me disait finalement, il nous faut aussi des experts côté marketing qui sachent par contre intégrer tous ces éléments techniques pour pouvoir dialoguer. Sinon, on va donner du chinois à un breton.
Pardon pour les Bretons. Je pense qu'il y a cet aspect-là, mais il y a aussi un aspect dont doivent souffrir beaucoup de gens ici, c'est que comme on a tous été un peu assoiffés de données pendant longtemps, il n'y en avait pas beaucoup, tout d'un coup on se retrouve avec des dashboards qui justement font... moi il n'y a rien qui m'irrite le plus, c'est quand je vais en réunion client pour les résultats, et puis ils nous ont imprimé une feuille A3, avec une typo 5, et on dit voilà les résultats de la campagne, ce qui, autant vous dire que c'est totalement illisible. Et donc je pense qu'il y a une vraie maîtrise de la donnée à avoir, et revenir à des choses qui sont simples. Un KPI, par définition, le premier mot, la première lettre de KPI, c'est qui? Donc, KPI, si on a plus que 3 ou 4, ça veut dire qu'on est déjà largement au-delà du KPI et on est dans la débauche de données. Je pense qu'il faut réussir à se concentrer sur peu d'indicateurs, mais qui soient signifiants. Je pense que c'est un vrai nouveau métier, hein, parce que je ne sais pas combien d'expérience vous avez, mais on peut se noyer dans Google Analytics pendant 2 jours sans comprendre quoi que ce soit. Entre-temps, je vous invite un petit peu à vous asseoir parce que j'imagine qu'il y aura eu quelques questions. Vous pouvez rester debout si vous voulez, mais il y aura peut-être eu des questions dans la salle par rapport à votre propos qui a l'avantage d'être stimulant et pas anxiogène, mais enfin mettre le doigt un petit peu sur ce qui fait mal. Non? Tiens, à ma gauche. Si. Si vous pouvez vous présenter, monsieur. Bonjour, je suis David Estruo, je suis directeur marketing du réseau Orpi, agence immobilière. J'avais une question. Effectivement, le développement des nouvelles technologies est peut-être le fait des DSI. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait des agences de communication qui n'ont pas adapté leur modèle? Parce qu'effectivement, on peut changer les créas dès qu'on voit qu'elles ne vont pas bien, sauf que quand l'annonceur paye à la créa, ça n'incite pas effectivement à profiter de ces nouvelles technologies. Est-ce que du coup il ne faudrait pas repenser le modèle de rémunération des agences? Je crois, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à repenser dans le monde des agences qui vont bien au-delà du modèle de rémunération. Je crois que dans les freins moteurs du changement de marché, il y a bien évidemment une espèce de conflit d'intérêts gigantesque des agences traditionnelles qui ont construit un modèle à la fois économique, de talent, de rémunération, sur un écosystème de communication qui était fondé essentiellement sur les masses médias. Donc voilà, ces grands groupes se sont développés là-dessus, et ils ont une évolution à faire, et ils sont en train de la faire, pour essayer de migrer d'un modèle qui était donc très télécentrique vers un modèle qui est beaucoup plus intégré. Ma conviction, mais moi je suis indépendant, donc c'est mon métier d'avoir cette conviction-là, c'est que ces groupes-là font vivre le rythme de leur changement à leurs annonceurs. C'est-à-dire qu'ils disent à leurs annonceurs, écoute, faut que tu attendes, parce que moi je suis pas encore prêt à changer. Donc la vraie question remonte au niveau des annonceurs, qui est de dire comment est-ce qu'ils choisissent leur agence. Si vous voulez travailler avec des agences qui travaillent à la performance, je pense qu'il y a pléthore de choix aujourd'hui en France, d'agences de 10 personnes ou de 500 personnes, dont une partie de la rémunération est payée à la performance. Mais voilà, donc après, chaque annonceur choisit son agence comme il veut, quoi. Une autre question peut-être qui vient de l'étude que vient de publier Capgemini, qui a étudié pendant 2 ans les résultats en fait des entreprises, de grosses entreprises cotées dans le monde, et qui en arrive à la conclusion que les entreprises full digital, enfin ce qu'ils appellent eux les digitaries, c'est-à-dire éduquées sur le plan du digital, obtiennent des résultats, des marges ou des bénéfices beaucoup plus importants, de 26%, par rapport à d'autres entreprises, soit qui sont plus prudentes, soit qui font du digital, mais simplement un petit peu de manière artistique, mais pas sans en mesurer le ROI. Est-ce que vous pourriez nous citer, enfin c'est peut-être difficile, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont à votre avis, les caractéristiques les plus importantes chez les annonceurs qui pourraient se classer dans cette catégorie des full digitaux, c'est-à-dire qui ont vraiment un profil tourné vers l'avenir et qui maîtrisent déjà les techniques et les nouvelles règles du jeu? Alors, je crois qu'il n'y a pas de profil d'annonceurs qui sont plus ou moins digital ready. Je pense qu'il y a des annonceurs qui ont pris le virage, encore une fois, de l'ère digitale plus ou moins vite. Nous, on le voit assez bien. Il y a beaucoup d'annonceurs aujourd'hui qui ont changé leur façon de faire des études, ils utilisent de plus en plus les médias digitaux, qui changent la façon d'opérer
pour intégrer le digital. Il y a des annonceurs qui sont très conservateurs parce qu'ils disent jusqu'à maintenant ça a très bien marché de l'autre façon, donc je ne vois pas pourquoi je changerais, enfin le risque du changement. Donc je ne crois pas qu'il y ait des profils types d'annonceurs, il y a des profils types de managers qui ont une appétence pour le changement, le risque, le pragmatisme qui est plus forte et qui donc décident d'enclencher le changement. Et encore une fois, c'est un changement qui ne se réduit pas à combien je dépense d'argent sur Internet, qui n'est absolument pas la question, mais comment j'intègre le fait que le consommateur est devenu multi-écran et que pendant qu'il regarde la télévision, il fait autre chose, comment je m'assure que les rebonds médias sont extrêmement bien faits, comment je mets de l'agilité dans mes campagnes, quel que soit le canal sur lequel elles tournent, comment je mesure la performance, etc. Et moi, je pense que au niveau des entreprises, de nos clients, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui réussissent à accélérer, c'est des entreprises qui ont, dans un premier temps, créé une direction Internet pour porter le changement et qui, dès qu'elles arrivent à maturité, en fait, de facto, la direction Internet est supprimée puisque c'est l'entreprise qui est devenue beaucoup plus digitale, beaucoup plus agile et que tout ça s'est répandu et qu'au contraire, on se met à travailler par cluster client et qu'on dit maintenant on va organiser l'ensemble des canaux digitaux ou non autour d'une vision extrêmement réactive et agile de la communication. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des secteurs qui sont plus loin de ce mode de fonctionnement digital? Par exemple, je pensais aux biens de grande consommation, parce que c'est plutôt les entreprises high-tech ou les entreprises de l'entertainment qui sont en avance, ou les entreprises du luxe. C'est elles qu'on voit adopter les nouveaux modes de fonctionnement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécifique au secteur des biens de grande consommation qui sont quand même les locomotives? Dans un monde où la data est devenue aussi importante et où il faut avoir des données pour pouvoir être réactif, pour mesurer, etc., c'est vrai que la grande consommation qui fait beaucoup de télé et donc qui a des datas statistiques mais pas de comportement individuel d'un côté et qui n'a pas accès aux consommateurs du côté distribution est un peu coincé, c'est-à-dire un peu aveugle avec pas de data amont et pas de data aval. Aujourd'hui, c'est quand même une fausse excuse. Parce qu'on peut parfaitement, comme j'ai expliqué très rapidement malheureusement, mais récupérer des données à travers des KPI digitaux intermédiaires qui disent bien que je sois en train de faire une campagne télé a de l'impact sur mes consommateurs et cet impact est mesurable, soit dans les réseaux sociaux, soit sur Google, en tout cas sur des médias digitaux qui peuvent m'envoyer de l'information quotidienne, voire à la minute. Donc j'ai des systèmes de mesure qui existent pour mesurer l'impact de ce que je fais, même dans des médias non agiles. Et de l'autre côté, ces KPI intermédiaires peuvent être reliés au sell-out relativement facilement sur base statistique historique, régionale, etc. Donc on est capable, et on fait pour certains de nos annonceurs, de relier, en fait, de créer une couche d'agilité qui n'est pas sur la vente unitaire ou etc., mais qui est sur des KPI de marque ou sur des KPI qui se relient à la vente, mais en fonction de modèles prédictifs, ce qui nous permet ensuite de piloter les campagnes avec agilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est pour ça que j'avais un chart où il y avait écrit No Excuse. Je pense que on peut se donner beaucoup d'excuses pour ne pas profiter de l'ère digitale, mais ce ne sont que des excuses. C'est-à-dire que les solutions existent et c'est en ça qu'on peut tout faire. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire et est-ce qu'on veut prendre le risque de prendre le virage ou non. Mais il faut que ce soit extrêmement clair. Moi, en partie, j'ai pas du tout écrit un livre pour entrer à l'Académie française ou des choses comme ça. C'est juste parce que j'ai essayé de trouver le bon canal pour aller sur les conseils d'administration. Parce qu'aujourd'hui, un des freins moteurs reste les conseils d'administration des boîtes où les gens qui sont là ont forcément un peu d'expérience et se disent je ne comprends pas pourquoi je changerais de modèle. Moi, la communication, soit ça ne sert à rien, soit elle m'a amené là où je suis, donc je n'ai aucune raison de changer mon modèle de communication. Et ça peut bloquer des changements entiers dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est faisable, que c'est pas très coûteux, mais que ce n'est qu'en le faisant qu'on apprendra à le faire. Ok, donc c'est un public. La DTN devra élargir peut-être le panel et faire venir des membres du COMEX l'année prochaine ou même assez rapidement. Ça a été un des impacts premiers. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'appels de gens qui étaient des directeurs généraux, de présidents, qui nous ont demandé de venir dans des COMEX ou dans des conseils d'administration pour expliquer ce changement et pour essayer de débloquer la situation. Bien, je me retourne vers la salle pour peut-être une dernière question. Sinon, compte tenu du timing et effectivement d'un programme fort riche, nous allons... Non, pas de questions.
Eh bien, alors, vous allez poursuivre sans doute vos échanges ultérieurement dans la salle. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Marco Tinelli.